Trump, Poutine et Kagame. Paix en Ukraine et en RDC menacée. Donald Trump se rêve en faiseur de paix, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Après ses échanges ambigus avec Vladimir Poutine en Alaska, certains y voient une possible entente pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais l'histoire récente nous rappelle une chose: les accords ne valent que si les acteurs sont sincères. Or, en Afrique, l'exemple de Paul Kagame, qui a toujours bafoué les traités de paix en République démocratique du Congo, doit servir d'avertissement. Trump veut réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Mais il doit comprendre qu'avec des dirigeants comme Kagame, la paix n'est jamais qu'un mot vidé de sens. Voici l'analyse complète. Et si Trump et Poutine avaient conclu un accord en Alaska? La question n'est pas anodine. 3 heures d'échange sur une base militaire, suivies de déclarations volontairement vagues et contradictoires, laissent penser que quelque chose s'est joué, en coulisses, au-delà de ce qui fut communiqué officiellement. Donald Trump a insisté sur l'absence d'accord formel, affirmant, devant les caméras, « Il n'y a pas d'accord ». Pourtant, dans la bouche d'un diplomate, et Trump en joue désormais le rôle, cette phrase n'est pas une fin de non-recevoir, mais un signal codé. Comme souvent, il faut lire entre les lignes, car la diplomatie vit autant de ce qui se dit que de ce qui est tu. Vladimir Poutine, quant à lui, a parlé de entente et de espoir de paix, sans détailler davantage. Il est peu probable qu'un chef d'État de son envergure se permette de prononcer de tels mots par hasard. Ces ambiguïtés, soigneusement entretenues, traduisent sans doute une convergence d'intérêts partiels. Trump veut montrer sa capacité à résoudre les crises mondiales, et Poutine veut légitimer ses gains territoriaux. Derrière la façade publique, il y a une logique de compromis tacite, non pas un accord définitif, mais une reconnaissance implicite des zones d'influence, de la nécessité de désescalader et du rôle central des États-Unis dans la résolution du conflit. En réalité, Donald Trump ne fait qu'appliquer une méthode qui lui est propre: déplacer la focale du problème. Là où l'Occident ne cesse de présenter Vladimir Poutine comme l'agresseur unique, Trump laisse entendre que la clé du conflit se trouve aussi du côté de Volodymyr Zelensky. En mettant la pression sur l'Ukraine, il renverse les rôles et suggère que la paix n'est plus empêchée par Moscou, mais par Kiev. Cette rhétorique, habile mais dangereuse, a déjà paniqué les chancelleries européennes, qui ont accompagné Zelensky à Washington comme un enfant qu'on redoute de voir sacrifier. Cela illustre l'inquiétude grandissante. Et si Trump et Poutine avaient scellé une forme de pacte que l'Europe n'a pas encore digéré? Mais ce jeu d'ambiguïté en Europe trouve un écho direct en Afrique, car l'histoire récente de la République démocratique du Congo face aux ingérences du Rwanda de Paul Kagame en est une illustration criante. Depuis près de 3 décennies, Kagame n'a jamais respecté un seul accord de paix signé sous l'égide des Nations Unies, de l'Union africaine ou des partenaires internationaux. De Lusaka en 1999 à Pretoria en 1902, de Sun City à Nairobi en passant par Luanda, tous les traités ont été violés par Kigali dès lors que ses objectifs stratégiques, le pillage des minerais et le contrôle de l'Est congolais, étaient menacés. Pour Trump, qui veut endosser le rôle d'arbitre dans les conflits mondiaux, le cas Kagame doit être un avertissement majeur. On ne construit pas une paix durable avec un partenaire qui transforme systématiquement les accords en simples tactiques de repositionnement militaire. Prenons un exemple concret. Les accords de Nairobi, conclus avec l'appui de la Communauté d'Afrique de l'Est, prévoyaient le retrait des troupes du M23, soutenu par le Rwanda,
et leur cantonnement dans des zones surveillées. À peine l'encre des signatures avait-elle séché que Kagame relançait ses offensives, sous prétexte de provocation des FARDC ou de menaces de l'FDLR. Le cycle est toujours le même. Signer, se retirer symboliquement, puis revenir plus fort. Cette duplicité est connue de tous les acteurs régionaux. Même l'ONU, souvent complaisante, a fini par reconnaître dans plusieurs rapports que Kigali soutient directement les rebelles. Trump, s'il veut vraiment incarner le faiseur de paix, doit se souvenir de ce précédent. Car sa stratégie actuelle, s'asseoir avec Poutine, discuter avec Zelensky, puis envisager un accord global, ressemble étrangement aux tentatives passées des diplomates africains et occidentaux de raisonner Kagame. Chaque fois, on a cru que des promesses arrachées dans un salon feutré suffiraient à garantir la paix. Chaque fois, le Rwanda a prouvé qu'il n'en était rien. Ce parallèle est essentiel, car il met en lumière un dilemme. La diplomatie fondée sur la confiance réciproque fonctionne uniquement quand les acteurs sont de bonne foi. Or, que ce soit à Moscou ou à Kigali, on a affaire à des régimes qui utilisent la paix comme un outil stratégique et non comme une finalité. Trump devra aussi tenir compte du facteur humain. En Ukraine, des millions de civils vivent chaque jour sous la menace des bombardements russes. En RDC, ce sont des millions de déplacés, des massacres à répétition, des femmes violées et des enfants enrôlés de force par des groupes armés, téléguidés depuis Kigali. Ces tragédies humaines sont la conséquence directe de l'incapacité des grandes puissances à imposer une paix réelle, faute de volonté politique. Le danger pour Trump serait de privilégier la mise en scène d'un accord rapide pour marquer son image au détriment de la profondeur des solutions. Or, une paix superficielle est toujours pire qu'une guerre assumée, car elle offre l'illusion de la sécurité tout en préparant la prochaine explosion. Ce qui est en jeu, au fond, c'est la crédibilité des États-Unis comme arbitre mondial. Si Trump réussit à imposer une paix solide en Ukraine, il en sortira grandi. Mais s'il se laisse manipuler par des dirigeants comme Kagame, qui ont bâti leur pouvoir sur le mensonge et la trahison des accords, il portera la responsabilité d'avoir légitimé une imposture. L'histoire jugera sévèrement celui qui, au nom de la paix, aura offert un blanc-seing à des prédateurs. La comparaison entre la guerre en Ukraine et la guerre en RDC révèle une leçon universelle. Sans justice, il n'y a pas de paix. La Russie revendique des territoires conquis, le Rwanda convoite des richesses minières qui ne lui appartiennent pas. Dans les deux cas, céder à ces exigences reviendrait à valider le principe du plus fort. Trump, qui aime se présenter comme l'homme du deal, doit comprendre qu'il existe des limites au marchandage. Certaines valeurs ne se négocient pas. La souveraineté des nations, la dignité des peuples et le droit à la vie. Cette analyse, loin d'être une spéculation théorique, est un appel direct. Donald Trump doit être vigilant. Les sourires feutrés, les poignées de main et les promesses de Kagame ne valent rien. L'histoire récente de la RDC l'a prouvé. Et si demain un accord est trouvé en Ukraine sur ce modèle, il pourrait bien se révéler tout aussi fragile et dangereux. La paix véritable ne s'obtient pas par des ententes tacites entre puissants, mais par un engagement sincère, respecté et vérifiable. L'histoire récente de l'Afrique des Grands Lacs est un manuel vivant des trahisons diplomatiques de Paul Kagame. Depuis son arrivée au pouvoir en 1994, il a bâti sa légitimité internationale sur une image d'homme providentiel, celui qui aurait mis fin au génocide au Rwanda. Mais derrière cette aura soigneusement entretenue se cache un dirigeant dont la stratégie repose sur une logique implacable, signer pour gagner du temps
puis violer la parole donnée une fois les forces repositionnées. Prenons l'accord de Lusaka en 1999, censé mettre fin à la Deuxième Guerre du Congo. Il prévoyait le retrait des armées étrangères et l'intégration progressive des groupes armés dans un processus de désarmement. Kigali a fait mine de se plier, mais a continué à soutenir des factions rebelles, dissimulant ses soldats sous l'étiquette de forces locales. Le résultat fut une prolongation du conflit, avec des millions de morts civiles. En 2002, les accords de Pretoria, puis de Sun City, ont répété le même scénario. Des signatures spectaculaires, des promesses en cascade. Puis, dans les mois suivants, la reprise des hostilités, toujours sous des prétextes sécuritaires fabriqués. Le même schéma s'est reproduit en 2013, après la défaite militaire du M23 face au FARDC, appuyé par la brigade d'intervention de l'ONU. Le Rwanda et l'Ouganda, accusés d'avoir parrainé cette rébellion, ont promis qu'ils ne soutiendraient plus jamais le M23. 10 ans plus tard, en 2022, le même mouvement renaissait, mieux armé, mieux structuré et toujours appuyé logistiquement par Kigali. Comment expliquer qu'un groupe censé être dissous reparaisse avec autant de moyens? La réponse est simple. Kagame n'a jamais cessé de manipuler les équilibres régionaux en profitant de la complaisance ou de l'aveuglement des puissances occidentales. C'est ici que le parallèle avec l'Ukraine devient intéressant. Lorsque Donald Trump affirme qu'un accord de paix dépend désormais de Volodymyr Zelensky, il adopte une logique proche de celle que l'on retrouve dans les négociations africaines. La responsabilité de la guerre serait partagée, et la paix dépendrait de la flexibilité de la victime, plutôt que de la bonne foi de l'agresseur. En Ukraine, cela signifie que Kiev devrait accepter de perdre une partie de son territoire pour satisfaire Moscou. En RDC, cela a souvent signifié que Kinshasa devait tolérer des ingérences rwandaises, voire intégrer des criminels de guerre dans son armée au nom de la réconciliation. Dans les deux cas, cette logique conduit à une paix factice, construite sur l'injustice, et donc vouée à s'effondrer. Trump doit comprendre qu'en diplomatie, certaines erreurs ne se réparent pas. Les Congolais savent ce que coûte l'illusion de paix. Chaque cessez-le-feu brisé, chaque accord bafoué s'est traduit par des massacres de civils, des villages entiers rayés de la carte, des millions de déplacés. Les statistiques du HCR et des ONG sont glaçantes. Plus de 6 millions de morts depuis les années 1990 dans les conflits liés aux interventions rwandaises et ougandaises. Cette hécatombe silencieuse n'a jamais fait la une des médias occidentaux comme l'Ukraine, mais elle constitue l'une des pires tragédies humanitaires contemporaines. Si Trump choisit de privilégier une paix de façade en Ukraine, il risque de reproduire à l'échelle européenne le désastre africain. Il est essentiel de rappeler que Kagame a toujours su manipuler le langage diplomatique. Il se présente comme un acteur pragmatique, favorable au dialogue, et signe toujours avec le sourire. Mais pour lui, la signature n'est pas un engagement, c'est une arme tactique. C'est exactement ce que redoute Zelensky en Ukraine. Être poussé à signer un compromis qui ne fera que donner du temps à la Russie pour se renforcer et relancer la guerre plus tard. Trump, en quête de reconnaissance internationale, comme artisan de la paix, pourrait tomber dans le piège de cette illusion, croyant avoir réglé le problème alors qu'il n'aura fait que le repousser. Les conséquences géopolitiques seraient lourdes. En Ukraine, une paix mal négociée pourrait fracturer durablement l'Europe, créer un précédent dangereux pour la sécurité des frontières et légitimer la conquête militaire comme outil de politique étrangère. En Afrique, une nouvelle complaisance envers Kagame renforcerait son régime, prolongerait le calvaire des Congolais
et minerait toute initiative panafricaine de sécurité collective. Dans les deux cas, l'Amérique de Trump risquerait d'apparaître non pas comme un faiseur de paix, mais comme un complice involontaire de l'injustice. La diplomatie n'est pas qu'une question de deal ou de rapport de force, c'est aussi une affaire de mémoire historique. Les Congolais n'oublient pas que chaque paix signée avec Kagame s'est transformée en piège mortel. Les Ukrainiens, eux, redoutent que leur souveraineté soit sacrifiée sur l'autel d'un accord hâtif. Trump doit tirer les leçons du passé. Un accord sans mécanisme de contrôle, sans sanction pour non-respect et sans véritable volonté politique de la part des agresseurs n'est pas un accord de paix, mais une trêve déguisée. Un autre point crucial mérite d'être souligné. Kagame n'est pas seulement un danger pour la RDC, il est aussi une menace pour la stabilité de toute la région des Grands Lacs. Son régime, obsédé par le contrôle militaire, a semé l'instabilité jusqu'au Mozambique, en passant par la Centrafrique. De la même manière, la Russie de Poutine cherche à étendre son influence au-delà de l'Ukraine, en projetant sa puissance jusqu'en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Le parallèle est saisissant. Deux régimes qui vivent de l'exportation du chaos, utilisant les conflits périphériques pour renforcer leur légitimité interne. Trump, en stratège, doit se poser une question simple. Veut-il entrer dans l'histoire comme l'homme qui a légitimé ses prédateurs ou comme celui qui a su les contraindre à une paix véritable? La différence entre les deux se joue dans la vigilance et la fermeté. En Ukraine comme en RDC, céder à l'illusion d'un accord rapide serait une erreur monumentale. L'histoire a montré qu'on ne peut pas acheter la paix avec des concessions territoriales ou politiques aux agresseurs. On ne fait que nourrir leur appétit. Enfin, il y a une dimension morale que Trump ne peut ignorer. Les peuples victimes, ukrainiens d'un côté, congolais de l'autre, regardent la communauté internationale et jugent. Ils savent qui a fermé les yeux, qui a marchandé leur souffrance, qui a choisi de croire les beaux discours des bourreaux. Pour des millions de déplacés congolais, Kagame n'est pas un partenaire de paix, c'est un bourreau. Pour les familles ukrainiennes, Poutine n'est pas un interlocuteur, c'est l'oppresseur. Se ranger du côté de la paix illusoire, c'est se ranger du côté de l'histoire sombre. Depuis plus de 20 ans, de nombreux rapports d'experts des Nations Unies ont documenté le rôle direct du Rwanda dans l'instabilité de la République démocratique du Congo. Ces documents, souvent très détaillés, citent des preuves irréfutables. Transfert d'armes, mouvements de troupes, présence de soldats rwandais aux côtés des rebelles, exploitation illégale des minerais. En 2012 déjà, un rapport accablant confirmait que Kigali soutenait activement le M23, malgré ses démentis officiels. Les preuves étaient si solides que même certains alliés traditionnels du Rwanda, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, avaient brièvement suspendu leur aide militaire. Mais, très vite, la realpolitik a repris le dessus, et Kagame a pu continuer son double jeu, se présenter comme un partenaire indispensable de la sécurité régionale tout en alimentant la guerre. Ce schéma est essentiel pour comprendre pourquoi les accords de paix en RDC n'ont jamais tenu. Comment croire à une paix durable quand l'un des principaux signataires est aussi le principal instigateur du conflit? Chaque fois, Kagame a réussi à convaincre ses interlocuteurs qu'il était une partie de la solution, alors qu'il était en réalité le cœur du problème. C'est exactement ce que Poutine a tenté, et parfois réussi, en Europe. Rappelons la Crimée en 2014. L'annexion, considérée comme illégale par la communauté internationale, aurait dû entraîner une réponse ferme et durable. Or, au lieu d'une politique claire et dissuasive, l'Europe et les États-Unis ont multiplié les demi-mesures, préférant des sanctions limitées et un statu quo
fragile. Le résultat? Poutine a eu le temps de consolider ses positions, de renforcer son armée et de préparer la guerre de 2022. En d'autres termes, l'Occident a cru à une paix relative. Mais il ne s'agissait que d'une trêve trompeuse. La complaisance de l'époque a coûté des milliers de vies aujourd'hui. Le parallèle avec Kagame est frappant. Chaque concession faite au Rwanda au nom de la stabilité régionale n'a fait que renforcer son régime et prolonger l'instabilité en RDC. Comme Poutine, Kagame a compris que l'Occident redoute l'escalade, qu'il préfère des accords fragiles à une confrontation claire. Et comme Poutine, il a exploité cette faiblesse pour avancer ses pions. Trump, qui aime se présenter comme un négociateur redoutable, doit voir dans ces deux exemples un avertissement. Ne pas confondre diplomatie habile et naïveté. L'art du deal ne consiste pas à céder aux exigences des plus agressifs pour obtenir une photo de poignée de main, mais à imposer des conditions qui garantissent réellement la sécurité et la justice. Si Trump veut réussir là où ses prédécesseurs ont échoué, il doit briser ce cycle de complaisance qui a permis à des dirigeants comme Poutine et Kagame de prospérer dans le mensonge. Mais la difficulté est immense, car l'illusion de la paix est toujours séduisante. Dans le cas de l'Ukraine, un accord qui gèle la ligne de front pourrait être présenté comme un succès diplomatique, un moyen de sauver des vies et de réduire les coûts économiques de la guerre. Dans le cas de la RDC, un cessez-le-feu fragile entre Kinshasa et Kigali pourrait être célébré comme une victoire de la médiation internationale. Mais dans les deux cas, ce serait une paix trompeuse, sans justice, sans réparation et donc sans avenir. Les peuples concernés savent que cette paix illusoire est pire que la guerre. Les Congolais ont vu les massacres reprendre après chaque accord bafoué. Les Ukrainiens savent que céder à Poutine aujourd'hui, c'est l'encourager à recommencer demain. Une paix qui sacrifie la vérité et la souveraineté n'est pas une paix, c'est une reddition. Et une reddition, aussi habilement maquillée soit-elle, ne fait qu'ouvrir la voie à de nouvelles violences. Trump doit donc se poser la question fondamentale. Veut-il être le président qui a mis fin aux guerres ou celui qui les a gelées provisoirement au prix de l'injustice? L'histoire est remplie d'exemples où les fausses paix ont mené aux pires catastrophes. Les accords de Munich de 1938, censés garantir la paix en Europe, n'ont fait que donner à Hitler la confiance nécessaire pour déclencher la Seconde Guerre mondiale. De la même manière, les accords successifs signés avec Kagame n'ont fait que renforcer son pouvoir et prolonger la guerre en RDC. La leçon est claire. Les accords ne valent que si les agresseurs ont réellement intérêt à les respecter. Or, ni Poutine, ni Kagame n'ont montré le moindre signe de sincérité dans leurs engagements passés. Trump doit le comprendre. Il ne s'agit pas seulement de négocier, mais d'imposer une paix vérifiable, assortie de mécanismes de contrôle stricts et de sanctions réelles en cas de trahison. Sans cela, tout accord ne serait qu'une mise en scène. Enfin, il faut rappeler que le coût de l'erreur ne sera pas payé par les puissants, mais par les peuples. Ce sont les civils ukrainiens qui continueront à mourir sous les bombes si la Russie relance son offensive. Ce sont les Congolais qui verront leur village brûler si Kagame relance son M23 malgré un accord. La diplomatie n'est pas un jeu abstrait. Derrière chaque signature se cachent des vies humaines. C'est pourquoi l'avertissement à Trump est solennel. Méfiez-vous de l'illusion de paix. Ne reproduisez pas en Ukraine les erreurs commises en RDC. Ne croyez pas les belles paroles de ceux qui ont fait de la trahison leur méthode de gouvernance. Une paix fragile, imposée sans justice, ne fera pas de vous un héros, mais un fossoyeur de l'espoir des peuples. La comparaison
entre la guerre en Ukraine et la guerre en République démocratique du Congo ne relève pas du hasard ou d'un simple exercice intellectuel. Elle révèle une mécanique universelle de la diplomatie trompeuse, où l'illusion de paix est brandie comme un trophée, alors qu'elle n'est qu'un piège mortel. Dans les deux cas, les puissances agressives, la Russie de Poutine et le Rwanda de Kagame, ont compris que la communauté internationale, lasse des conflits et pressée de montrer des résultats, était prête à accepter des accords fragiles plutôt que d'affronter la réalité. Donald Trump, qui se veut l'homme du deal, est à un tournant historique. Ses discussions avec Vladimir Poutine en Alaska ont montré qu'il est prêt à s'engager sur la voie d'une résolution. Mais la prudence doit rester son mot d'ordre. Car la diplomatie n'est pas seulement un art de négocier, c'est aussi un art de discerner. Et discerner, c'est comprendre que certains interlocuteurs utilisent la paix comme une arme, non comme un objectif. Le cas de la RDC doit lui servir de boussole. Depuis plus de 20 ans, Kagame a signé, trahi, puis re-signé des accords, chaque fois avec le même sourire, chaque fois avec les mêmes promesses, chaque fois avec les mêmes massacres au bout du chemin. Si la communauté internationale avait compris plus tôt que cet homme n'était pas un artisan de paix, mais un stratège du chaos, des millions de vies auraient été épargnées. Mais parce qu'on a voulu croire à l'illusion, parce qu'on a préféré un accord fragile à une confrontation claire, on a laissé s'installer l'une des pires tragédies humanitaires contemporaines. En Ukraine, le risque est identique. Une paix mal négociée, qui légitimerait la conquête militaire, ne ferait qu'encourager Poutine à recommencer, en Ukraine même ou ailleurs. Ce serait un précédent dramatique pour l'ordre mondial, un signal donné à tous les dictateurs que la force paie toujours et que la communauté internationale finit toujours par céder. Trump doit donc se méfier de la tentation de l'accord rapide, du spectacle médiatique de la poignée de main, de l'annonce tonitruante d'une paix historique. Car la vraie paix, celle qui dure, ne se construit pas sur des compromis bancals, mais sur la justice, la vérité et la fermeté. Elle exige que l'agresseur soit contraint de respecter ses engagements, sous peine de sanctions réelles et immédiates. Elle exige que les victimes soient entendues et que leur souveraineté soit respectée. L'avertissement est clair. Avec Kagame, comme avec Poutine, toute concession sans mécanisme de contrôle est une erreur fatale. Les deux hommes partagent la même logique. Tester les limites, violer les accords, puis négocier de nouveau pour gagner du temps. C'est une stratégie de guerre prolongée par d'autres moyens, et non une véritable volonté de paix. Pour Trump, l'enjeu dépasse la simple résolution de conflits. Il s'agit de sa place dans l'histoire. Sera-t-il vu comme le président qui a su briser le cycle des illusions et imposer une paix véritable, ou comme celui qui a répété les erreurs du passé, offrant aux prédateurs de nouvelles opportunités de semer le chaos? La réponse dépendra de sa capacité à apprendre des tragédies africaines, à comprendre que l'histoire du Congo est un avertissement pour le monde. Les peuples, eux, jugeront. Les Congolais n'oublient pas les villages brûlés, les femmes violées, les millions de morts. Les Ukrainiens n'oublient pas les bombardements, les familles brisées, les territoires annexés. Ils savent que la paix ne peut pas être achetée par des compromis injustes. Ils savent que céder aujourd'hui, c'est mourir demain. Voilà pourquoi le message doit être ferme. Monsieur Trump, méfiez-vous de Kagame. Méfiez-vous de Poutine. Ne confondez pas leur sourire avec une sincérité inexistante. Ne laissez pas l'illusion de paix ternir votre ambition de grandeur. L'histoire ne pardonne pas aux naïfs, et encore moins aux puissants, qui ont cru que la paix pouvait être négociée avec ceux qui ont bâti leur pouvoir sur le mensonge et le sang. En Ukraine comme en RDC, la leçon est la même. La paix ne s'improvise pas.
elle s'impose. Et elle ne s'impose pas par des compromis fragiles, mais par la vérité, la fermeté et la justice. Si Trump veut vraiment entrer dans l'histoire comme l'homme de la paix, il devra être celui qui a refusé les illusions et choisi le courage.